Ah, c'est de la négo tout le temps. Ouais, c'est hallucinant. Ouais. Je trouve que Ouais, je trouve ça incroyable. Comme en Suisse, on pourrait s'attendre à ce que c'est tout carré, mais pas vraiment dans ce domaine, ouais, effectivement. C'est incroyable. Pourtant, c'est très très encadré. Hein. Oui, Donc, c'est c'est encadré, très mais très après, encadré. quand il faut négocier, quand il faut trouver Est-ce qu'on n'est pas allé trop d'entente, loin peut-être? c'est clairement aller trop loin. Enfin, je veux dire, c'est juste pas Ouais, d'accord. possible. Ouais. Et puis, nous, on arrive encore à... Enfin, on a les reins assez solides parce qu'on a d'autres rentrées, vu que le fonds est assez... on a d'autres immeubles. Mais je me dis, à la place du privé qui va investir, je sais pas, il a un immeuble de 10 appartements, il doit investir 1 million pour faire sa façade. S'il ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir augmenter ses loyers, il va pas le faire, en fait. Donc, C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une grosse partie des immeubles qui sont en mauvais état. Ouais, bah exactement. Je pense. Il a raison de ne pas le faire. Enfin, je veux dire, à Ouais. sa place, je le ferais pas. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. On est au milieu de l'année, en juin, mi-juin. Le marché immobilier a déjà levé, les institutionnels du marché immobilier, acteurs du marché immobilier ont déjà levé 4,5 milliards. C'est à peu près exactement ce qui a été levé en 2024. Julien Bert, tu es CEO de Communica. Merci beaucoup d'accepter de faire cet épisode. Merci à toi pour l'invitation. Plaisir. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Où va tout cet argent? Ça me paraît tellement démesuré, moi. 800 millions par mois de levée de fonds. Ouais, effectivement, c'est assez impressionnant. Je pense qu'on est parti sur une année peut-être record. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'argent qui arrive sur le marché. Déjà l'année passée, on avait vu une reprise après des années 2022, 2023, où il y avait vraiment peu de succès pour les augmentations de capital. Il y avait trop d'incertitudes en fait sur le prix de l'immobilier pour que les investisseurs décident de confier l'argent finalement à certains acteurs. Là, c'est l'inverse. Il y a vraiment... voilà, ça part de la macro, en fait, de ce qui se passe dans le monde, ou avec notamment les taux d'intérêt qui baissent en Suisse. Et rien que ça, en fait, c'est assez mécanique. Les investisseurs, les caisses de pension notamment, certaines, elles anticipent une baisse de taux, même dans les taux négatifs. Et donc, elles s'empressent finalement d'investir cet argent dans l'immobilier indirect, donc de plus en plus. Et puis cet argent, ensuite, il est investi. Alors ça dépend selon la typologie d'acteurs. On a des gros acteurs qui pèsent plusieurs milliards, qui lèvent à coût de 400 à 500 millions. On voyait Swiss Life tout à l'heure. Par exemple, je crois qu'ils ont fait 450 millions au mois de juin. Et puis, sauf erreur, ils ont reçu à peu près 2 fois plus de demandes, donc potentiellement presque 1 milliard de demandes pour leur augmentation de capital. Eux, ils n'ont pas forcément besoin d'investir l'argent directement dans des immeubles. Bien sûr, il y a toutes les rénovations énergétiques, il y a un besoin incroyable en termes de montant. Mais en fait, voilà, c'est tellement des acteurs incontournables qu'ils peuvent se permettre finalement les investisseurs ils achètent aussi un nom, quoi, et une certaine stabilité. Et donc, ils vont mettre beaucoup d'argent pour ce fonds-là, ou pour ces assurances, ces acteurs-là, je dirais. Les plus petits fonds comme nous, on est clairement plus petits, enfin un peu moins de 800 millions aujourd'hui. On ne peut pas se permettre en fait. On doit vraiment investir le moindre franc soit dans des projets de développement ou alors dans des nouveaux immeubles. La rénovation, la finance aussi, mais pour l'instant pas par augmentation de capital, plutôt avec les loyers ou avec des achats-ventes. On va créer un petit peu de cash flow là-dessus. Mais on va vraiment, nous, dès qu'on émet des nouvelles parts, derrière, il faut payer le dividende. Donc, il faut investir cet argent, puis il faut que l'argent il rapporte finalement un retour sur investissement assez immédiat. Donc, même les projets de développement, on le sait, c'est difficile d'avoir des permis. Donc, on en fait un petit peu, mais vraiment, je dirais, les 95% sont investis, en tout cas pour les acteurs comme Communus, directement dans des nouveaux immeubles, en fait. Mais donc, ça veut dire qu'un acteur comme Swiss Life, qui est tellement gros, augmente comme ça son capital d'un demi-milliard et n'achète pas forcément d'immeuble. Ils en achètent, mais je veux dire, ils vont pas forcément l'investir tout de suite. Nous, par exemple, on a terminé une augmentation de capital le mois dernier. Enfin, on a fini le 6 juin. Le 10 juin, l'argent a été investi. Eux, ils vont peut-être prendre plusieurs mois ou peut-être même plusieurs années pour l'investir. Selon certains acteurs, ils ont de la dette aussi, donc ils peuvent aussi baisser la dette, puis ensuite la redéployer petit à petit.
Ils ont moins, je dirais que l'effet, il est moins dilutif que sur un plus petit produit où si on garde 50 millions sur le compte de la BCV qui rapporte 0, ça va directement se voir dans le dividende en fait. Donc on n'a pas vraiment le choix. Ouais. Mais comment ça se passe chronologiquement? Parce que vous devez vous trouver des immeubles, vous les bloquez, ensuite vous augmentez le capital pour activer l'achat, ou comment ça se passe? Ouais, en fait, il y a deux manières de faire. La Parce qu'il faut les première, trouver les immeubles, ouais, quand vous avez l'argent. Alors en fait, aujourd'hui, c'est assez. Il faut faire attention parce que l'argent, il y en a beaucoup sur le marché, comme tu l'as dit. C'est assez facile à partir du moment où tu as un produit qui plaît, tu lèves l'argent aujourd'hui, je dirais. Donc la tentation est grande de lever de l'argent et puis ensuite on va essayer de l'investir. Mais si tu fais comme ça, tu vas mal investir parce que justement, tu dois le dépenser l'argent. Donc tu vas payer trop cher, tu vas acheter des choses que tu ne ferais pas si tu avais un peu moins d'argent. Donc nous, on fonctionne, mais comme la plupart, enfin j'espère en tout cas, nous on va en tout cas d'abord avoir un pipeline, mais sécurisé. Donc normalement, les immeubles sont déjà signés avec une vente à terme. Et puis le terme, en fait, il est le jour où finalement l'augmentation de capital se termine. Donc les parts sont émises et puis on reçoit l'argent. Comme ça, là, l'argent, il est directement déployé. Puis on touche directement les loyers dès que les parts sont émises. Ou alors, vraiment, on a le hockey du vendeur. Et puis on sait qu'on va pouvoir aller de l'avant. Et puis qu'a priori, il y a toujours des surprises dans l'immobilier tant que ce n'est pas signé. Mais généralement, on se fait confiance et puis on peut avancer comme ça. Après, il y a toujours une part. Là, on a levé 57. On en investit 50 à peu près. Donc, on se laisse aussi un peu de marge pour faire des transactions un peu plus tard dans l'année. Mais ça ne va pas forcément diluer le produit. Mais parce que concrètement, les acheteurs acceptent assez facilement. Parce que c'est quoi le délai entre le moment où vous dites « Ok, j'achète ». Par contre, j'achète quand je lève les fonds. Mais quand est-ce que vous savez quand vous levez les fonds? Enfin, quand est-ce que vous savez que l'augmentation de capital est terminée? Parce qu'il y a quand même des délais assez lents et longs en immobilier. Oui, alors c'est ça. Bon, nous, on lève à peu près des fonds 2 fois par année. Toujours une au printemps et puis une un peu plus tard dans l'année, entre septembre et novembre, je dirais. Donc finalement, comme tu le dis, pour faire une transaction, ça prend quand même souvent quelques semaines, voire quelques mois. Donc on arrive plus ou moins à orienter selon les augmentations de capital. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on a de la dette. Donc on est capé par la FINMA à un tiers de dette, donc 33%. Mais c'est clair qu'on n'est jamais à 33, on se laisse toujours un peu de marge. Par exemple, en fin d'année, on était descendu à 27. Et puis du coup, ça fait quoi? Ça fait 6% de dette sur 800 millions. Ça laisse quand même une certaine marge de manœuvre pour pouvoir acheter hors période d'augmentation de capital. Ouais. Donc on reste assez flexible par rapport à ça. En général, les fonds augmentent le capital un peu en même temps, quoi, dans le timing. Oui, il y a toujours le printemps. On dit toujours, il y a un peu la saison des dividendes fin avril, comme ça, où les gens ils récupèrent un peu leur mise, en tout cas leur rendement. Et puis c'est un peu le bon moment pour sortir avec une augmentation de capital droit derrière, parce que les gens ils ont le cash en fait, puis il n'est pas encore investi. Donc il y a pas mal qui se fait, je dirais, entre mars et juillet, août, mais on a souvent une concentration entre mai et juin. Là, il y a eu d'ailleurs cette année, en juin, juste sur juin, 1,2 milliard. Enfin, le mois n'est pas terminé, mais je crois qu'il y a eu 1,2 milliard qui ont été, en tout cas, qui sont prévus d'être levés. Puis après, on a encore, à la sortie de l'été, entre septembre et décembre, il y a encore une deuxième salve qui vient avec encore des augmentations de capital. Et c'est qui investit autant? Parce que là, c'est 800 millions par mois, là. Si on lisse, 4 milliards et demi. Ouais, c'est ça, maintenant, ouais, exactement. Ouais. C'est essentiellement, nous on travaille pas mal avec les asset managers, donc des gros acteurs qui gèrent finalement, qui ont des mandats pour gérer essentiellement des caisses de pension. Donc à la fin, c'est surtout les caisses de pension. Nous, on a un actionnariat aussi très privé, de par notre orientation stratégique. On est un peu plus value-add que certains autres fonds. On a fait pas mal de performances sur les années passées, donc on a aussi une part qui vient de ces banquiers privés, notamment à Genève ou à Lausanne. Mais l'essentiel maintenant, à partir d'une certaine taille, c'est plutôt les acteurs institutionnels. Et effectivement, ils ont pas mal d'argent à dépenser en ce moment. Ouais. Mais il vient d'où cet argent? C'est une bonne question, mais je pense le miracle de la Suisse. c'est ça. Mais il y a aussi une réorientation des actifs.
C'est vrai que ces dernières années, en tout cas 2022-2023, l'immobilier n'était pas forcément la classe d'actifs privilégiée avec le retour de l'inflation. Donc il y a eu, des rebalancements. Et puis là, c'est l'inverse. On a de nouveau l'inflation qui baisse, les taux qui baissent. Et donc, on privilégie plus l'immobilier. Donc, on va se séparer de certaines classes d'actifs et puis aller dans l'immobilier, notamment les obligations qui sont aujourd'hui presque plus rentables, en fait, si on veut une obligation sans risque. Et puis, bientôt, il faudra peut-être payer pour en avoir. Donc, il y a un gap entre l'obligation et l'immobilier résidentiel qui reste finalement quand même assez safe, hein, surtout en Suisse. Je pense qu'on est assez bon pour les 15 prochaines années. Donc, voilà, ça fait ce genre de mouvement, je pense. Est-ce que les fonds investissent dans d'autres fonds? Ça se fait ça ou pas? Alors, il y a Fonds des immobiliers qui achètent fonds de fonds, ouais, Ouais. mais ils achètent que, à ma connaissance en tout cas, par exemple, ils achètent que des fonds, mais pas d'immobilier en direct. Ah d'accord, ok. Ouais. Ah, il y a des fonds de fonds qui font Ouais, voilà, que de ça, l'achat. Donc, exactement. peut-être puis- explique peut-être rapidement comment ça fonctionne, Ouais. parce qu'un fonds de fonds, enfin, je sais pas si pour, pour le commun des mortels c'est super clair. Ouais, alors que c'est est-ce que simplement, le principe d'un fonds, finalement, Ouais. c'est d'avoir des investisseurs qui nous confient de l'argent pour l'investir. Un fonds immobilier traditionnel comme le nôtre, on va investir uniquement dans des immeubles en direct, ou alors dans les sociétés immobilières, certains le font aussi, mais uniquement dans l'immobilier. Et après, il y a certaines structures en fait qui proposent à leurs clients, donc ils créent un fonds, pareil, ils vont récolter de l'argent auprès des investisseurs, et puis plutôt que d'acheter des immeubles, ils vont acheter d'autres fonds. Et puis en fait, ça permet de surdiversifier. Nous déjà, on a peut-être 60 immeubles, donc le risque est diversifié. Mais c'est clair qu'en achetant 60 fonds différents, il n'y en a pas 60, je crois, mais un peu moins, on diversifie potentiellement encore plus. Et puis, on peut sélectionner surtout les meilleurs fonds et puis faire de la gestion active par rapport à ça. Mais voilà, c'est pas l'essentiel du marché. Hein, c'est une part assez minime à ma connaissance. Ok. Tu parlais avant d'ajout de valeur, hein, Oui. dans les investissements. Comment est-ce qu'un fonds, soit sur le résidentiel ou commercial, hein, là tu peux aller où tu veux, hein, sur Ouais. la thématique, comment est-ce qu'un fonds ajoute de la valeur concrètement? Parce qu'on sait que l'immobilier, c'est assez cadré quand même, hein, c'est assez juridiquement assez strict, hein, donc on peut pas faire ce qu'on veut. Ouais. Mais comment est-ce qu'un fonds peut faire de la performance au final? C'est une bonne question parce qu'il y a certains acteurs qui finalement, alors un peu moins les font, mais quand même certains qui le font, qui font simplement du buy and hold, donc ils vont acheter et puis ils vont attendre finalement, ils vont travailler leur immeuble, mais rénover petit à petit les appartements quand il y a le tournus des locataires. Et puis finalement la performance, ça va plutôt se faire par le marché. Donc si le marché immobilier monte, la valeur du fonds va monter, mais c'est pas du tout une stratégie active. Et, Ça c'est quoi, des assurances, caisses de pension ouais, plus? exactement. Ouais. Et puis après, il y a aussi certains fonds qui sont, je dirais, établis depuis longtemps, qui ont un rendement assez élevé. Et en fait, euh, ils sont tellement gros que s'ils essaient de faire la performance, la part, c'est beaucoup de travail pour à la fin pas grand-chose. Donc voilà, ils ont plutôt cette stratégie-là. Et après, il y a les fonds un peu plus récents. Pour être un peu sexy sur le marché, il faut montrer de la performance. Et puis, c'est clair que juste répliquer le marché immobilier suisse, ça n'a aucun sens et ça n'a aucune valeur. Nous, on est payé finalement pour gérer un fonds et puis pour le développer. Donc, chez Communus, par exemple, ce qu'on va faire beaucoup, c'est qu'on va acheter des vieux immeubles. C'est vrai qu'acheter un immeuble récent ou neuf, la valeur, elle a déjà été créée par le promoteur, mais on va l'acheter cher. Et puis après, si on veut, déjà, on peut généralement plus le développer parce que le constructeur ou le promoteur, il a été au max des capacités en termes d'eau prise au sol ou bien de surélévation, par exemple. On peut juste espérer que le marché monte pour que la valeur de l'immeuble monte, mais voilà, ça n'a pas vraiment. C'est pas comme ça qu'on va vraiment créer de la valeur. Nous, on va plutôt acheter des immeubles où il y a un peu moins de gens qui s'y intéressent, donc qui ont besoin de beaucoup de rénovation, notamment énergétique. Potentiellement des immeubles où il y a des risques au niveau des baux, qui ont été faits de manière illégale par l'ancien propriétaire, donc qui fait peur aussi à certains acheteurs, puis ils vont le laisser de côté. Et là, en le travaillant, on est capable de vraiment créer de la valeur. Notre meilleur coup, finalement, on l'a fait en achetant un immeuble aux enchères, en fait, avec des problèmes fiscaux et des choses comme ça. Et du coup, il y a moins d'acteurs présents et c'est là qu'on peut faire une bonne affaire. Mais ça n'arrive pas tous les jours non plus. Donc nous, on va regarder
souvent la vétusté de l'immeuble et puis surtout le niveau des loyers. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Tant que les loyers sont vraiment bas avec une réserve par rapport au marché de on va dire 30%, là, on sait qu'on ne prend pas trop de risques, on sait qu'on va pouvoir rénover et puis s'y retrouver à la fin. Et sur des immeubles de rendement, c'est quoi la projection dans vos calculs? Parce que bien que les loyers soient bas et qu'il y ait des travaux à faire, je veux dire, on ne parle pas de mois, hein, on parle Non, plutôt un peu plus, ouais. d'années ou Ouais, dizaines d'années en fait, exact. hein, pour ajuster le. C'est pour aller chercher cette performance, vous projetez à combien de temps à peu près? Bon, généralement, quand même, à 10 ou 15 ans, entre 10 et 15 ans. Ok. Alors, il y a des endroits, par exemple à Genève, bon, c'est tellement restrictif au niveau de la LDTR qu'il y a beaucoup d'immeubles avec plus de 50% de réserve locative. Mais là, on sait qu'en 10 ans, on n'y arrivera jamais. Parce que finalement, déjà, les gens ne partent pas. Donc, nous, on ne va jamais dénoncer des baux. Les gens, on les laisse. C'est si les gens partent qu'on va rénover l'appartement et puis potentiellement pouvoir augmenter un petit peu le loyer derrière. Mais voilà, ça prend vraiment du temps. Et puis à Genève, il y a très peu de rotation à cause de ces problèmes de pénurie. Bon, un peu partout maintenant, mais à Genève, c'est extrême. On sent ça Donc que là, les gens partent pas, qui déménagent ouais, pas. ouais, Vous voyez on a ça? des immeubles, Ah. ça fait, je sais pas, 4 ans qu'on les a. Il n'y a jamais eu un départ. C'est incroyable. Puis voilà, des gens qui payent 600 francs pour un 3 ou 4 pièces dans le centre de Genève. Donc, ils ont raison de ne pas partir en même temps. Et donc, voilà, donc sur Genève, là, on est plutôt sur 20 ans, un peu plus, pour avoir une partie de la réserve. Et puis, sur Lausanne, ouais, entre 10 et 15 ans. Mais après, bon, la loi se durcit aussi, donc potentiellement, ça peut prendre aussi un peu plus de temps. Mais ça, je pense que c'est plutôt pour amortir les travaux de rénovation. Maintenant, pour faire une vraie plus-value et puis de la performance pour le fond, là, il faut plutôt développer, surélever, agrandir l'immeuble, voilà, le transformer. On fait aussi on achète du commercial qu'on transforme en résidentiel. Ça, c'est clair que c'est vraiment ce qui crée le plus de valeur. Mais bon, il y a peu d'immeubles où on est capable de le faire. C'est un immeuble 100% commercial? Oui. Que vous transformez en résidentiel. Mais Ouais. bon, ça arrive quand ça? Il faut être patient en fait. On a par exemple un projet vraiment au cœur de Lausanne, c'est la parcelle de Montolivet. C'est la parcelle à côté de l'école de Champité en fait, où on l'a acheté en 2017. Aujourd'hui, il y a 5 immeubles qui sont sur cette parcelle, et puis c'est que du commercial. Donc on a acheté en fait l'école de Montolivet qui est assez connue. Elle partait quand on a racheté la parcelle. Donc on s'est retrouvé avec des immeubles vides, mais plutôt à vocation commerciale, donc on les a tous remplis. Puis là, on se bat avec beaucoup de gens en fait pour obtenir le plan d'affectation qui va en fait transformer toute cette parcelle en zone résidentielle. Et là, clairement, le jour où on y arrivera, j'espère quand même assez bientôt parce que là, ça fait un moment qu'on travaille dessus. Là, on va vraiment switcher de commercial à résidentiel aussi avec la construction de nouveaux immeubles en PP, etc. Mais voilà, ça c'est un projet qu'on a où on est capable de le faire. Alors c'est un projet d'envergure parce qu'on parle d'à peu près de 100 millions à la fin. Mais voilà, on n'en a pas beaucoup non plus. Quand tu dis on se bat depuis très longtemps avec beaucoup de personnes, c'est quoi? Enfin, vous battez avec qui dans un dossier comme ça? Alors aujourd'hui, plutôt avec avec à peu près tout le monde, mais... Ouais, non, alors Les pires, heureusement, on travaille bien avec la ville de Lausanne parce qu'ils Ouais. y voient un intérêt aussi. On va faire une crèche. Enfin voilà, il y a besoin de logements aussi. Donc, ça marche bien avec la ville. Mais par contre, on se bat plutôt avec la lenteur administrative d'une manière générale en fait. Et puis maintenant avec certains opposants. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est un plan de quartier. C'est un plan de quartier. Après, voilà, Ouais. il y a les voisins, ils veulent simplement pas qu'on construise à côté d'eux. Enfin, bon, Mais c'est déjà le truc construit. assez. Ouais, mais là, on construit 2 nouveaux immeubles dans le sud de la parcelle. Ok. Donc après, voilà, pourtant, on respecte vraiment. Enfin, il y a une forêt, on touche pas à la forêt, on touche presque à aucun arbre. On fait pas de parking souterrain pour pas toucher aux terres. Enfin, voilà, on est vraiment dans la. Donc, on fait un truc sans voiture. Ok. On est vraiment dans la tendance lausannoise, j'ai envie de dire, mais malgré ça, il y a quand même quelques barrières en tout cas pour l'instant. Et ces opposants, ça c'est des privés autour. Donc. C'est des privés, puis après, il y a des Majoritairement. associations aussi qu'on connaît bien. Ah ouais. qui, Ok. ouais. Et ça, aujourd'hui, vous en êtes tous, ça se traite au tribunal fédéral?
déjà Non, ou pas alors pas encore. Vous êtes pas Là, on est. Ah ouais. On est... Alors c'est pas encore Enfin, fini. hein. Ouais, non, et peut-être qu'on n'ira pas au tribunal, j'espère. Mais non, non, alors pour l'instant, on avait déposé une première mise à l'enquête en 2021. Ok. C'est là où c'est long, en fait, parce que on a reçu à peu près, je sais plus, je crois 50 oppositions. Puis sur ces 50, Ça va il y avait... Ça va, mais le problème, c'est qu'on avait prévu un parking souterrain, mais pas très grand. Et puis, il y avait à peu près 25 oppositions qui voulaient un parking plus grand. Et puis, il y avait 25 oppositions qui ne voulaient pas de parking du tout. Et puis, du coup, on a un peu discuté avec la ville. Et puis, on a bien compris qu'ils préféraient pas de parking. Donc, on a supprimé le parking. Mais en fait, juste de faire ça, de rechanger le projet, nous, on l'a fait en quelques semaines ou quelques mois. Mais pour le redéposer, là, on l'a redéposé en fait en mars 2025. On a perdu 4 ans en fait. Ah ouais. Parce qu'en fait, il faut refaire valider avec chaque service, etc. Et puis là, on n'a plus que 6 oppositions, je crois. Mais il y a quand même des oppositions. C'est ceux qui Donc, voulaient le parking. Potentiellement. En fait, comment C'est incroyable. J'arrive pas à me rendre compte qui veut un parking plus grand sur une parcelle voisine. Je comprends pas comment on peut s'opposer au projet et dire je suis pas d'accord de construire ces immeubles parce que j'aimerais un parking plus grand. En fait, vous avez les voisins qui disent mais ils n'ont pas de parking eux, donc ils vont se garer avec un macaron dans les rues. Et puis ils vont dire mais en fait s'il y a des immeubles en plus sans parking, je pourrais encore moins me garer dans ma rue. Ah oui, d'accord. Ouais. Okay, ouais. Bon, chacun a ses intérêts personnels, puis c'est ça un peu le problème de toute façon dans ces développements immobiliers. C'est clair. Ouais. Mais ça veut dire que quand vous changez, parce que si vous changez le projet, parce que la première fois c'est quand même passé, c'était bien l'enquête, je veux dire ça a quand même avancé. Mais après il y a des oppositions et vous écoutez ces oppositions, puis ensuite vous étiez obligé de changer. Vous étiez obligé de changer le projet ou pourquoi vous n'avez pas continué avec le projet initial? Je pense qu'on aurait pu garder notre première idée, mais clairement ça prendrait... Alors bon, ça a pris 4 ans, mais je pense que potentiellement ça aurait pu prendre plus de temps. Ah ouais? Et puis, aussi en discutant avec la ville, c'est clair qu'ils avaient vraiment un intérêt de faire un nouveau quartier sans parking, et puis on va vraiment dans cette tendance à Lausanne. Et puis l'idée est quand même assez intéressante. Bon, après, on est vraiment à côté de la gare. On va mettre des parkings pour les vélos électriques, etc. Mais je veux dire, pour nous, c'est pas vraiment pénalisant, je pense. On va faire plutôt des petits appartements, pas pour les familles. Donc, on adapte aussi le projet par rapport à ça. Et puis, ça permet d'avoir une force avec nous et qui nous permet de passer les obstacles peut-être un peu plus rapidement. Pas autant qu'on le souhaite, mais potentiellement, on y arrivera bientôt. Donc, vous avez enlevé les places de parc et vous avez rajouté des logements. C'est un peu ça, en gros. Parce que des plus petits logements, mais du coup, il y en a plus, j'imagine. Ouais, alors c'est ça. Par contre, en termes de mètres cubes bâtis, il n'y en a pas plus. Ouais, exactement. Ouais, mais je veux dire, s'il y a des 4,5... voilà. Donc là, on n'est même pas encore au permis de construire, donc on ne sait pas encore exactement. Mais en tout cas, dans la tendance, on va plutôt faire du 2 pièces et demie, 3 pièces et demie. Ok. Peut-être même des studios, on verra. Mais on ne va pas faire plus que ça. C'est clair que les familles, il y a toujours des exceptions, mais d'une manière générale, elles ont quand même besoin d'une voiture aujourd'hui. Et en PPE, c'est pas dérangeant ça, de pas avoir de place de parc du tout. Ça vous paraît pas dans le plan financier un peu dérangeant? On s'est un peu posé la question parce qu'au vu de la situation de la parcelle, du neuf, plutôt au standing, ça va quand même être des appartements assez chers. On s'est dit, est-ce que les gens qui ont un peu de moyens, ils vont se contenter d'un appartement sans parking? Puis en fait, il n'y en a pas tant que ça non plus. On parle parce qu'en fait, on transforme les immeubles existants. Et puis les nouveaux immeubles, donc là on ne peut pas faire grand chose, je dirais, sur la typologie. Par contre, les 2 nouveaux immeubles qu'on va construire from scratch, ça représente, je crois, 50 appartements. Alors, c'est pas mal, mais je veux dire... En PP ça, c'est tout en PP? Ouais, ok. En PP, ouais. Je pense qu'il y aura suffisamment de demandes par des gens qui n'ont pas... Ouais, ça, je m'inquiète pas trop. Ouais, je pense aussi. Ok. Ouais. Ah, c'est marrant. Donc, en fait, vous allez quand même viser des personnes qui vont habiter elles-mêmes, mais c'est des petits logements. C'est ça. Et qui, ok. Et qui, bon... Pour qui peuvent relouer derrière aussi, ça on verra. Exactement. Ouais. Et donc, vous n'avez pas un intérêt pour le fond, plutôt directement, pas juridique là, mais vraiment pour le fond, de faire plutôt que du locatif pour un cas comme celui-là. Vous allez vraiment chercher de la performance et au lieu de vous dire, là, on va quand même garder 50 appartements neufs dans un projet qu'on développe depuis tu m'as dit 2017 ? Ouais, c'est ça. Bientôt 10 ans. Ouais.
Ouais, vous pouvez bientôt fêter les 7 ans Ouais, c'est les pas 10 mal, ans du ouais. projet. Ça fait donc 8 ans que vous développez le projet et vous dites pas, ben, potentiellement, si on garde tout en locatif, bah, je veux dire, c'est quand même une parcelle qui a été achetée à 8 ans, au prix d'il y a 8 ans. Non, alors c'est clair que bah, je dirais la majorité, presque même l'entièreté des fonds pense comme ça. Ouais. Et puis surtout, c'est dur de. Enfin, quand on vend un immeuble, bah, il faut replacer l'argent. Selon dans quel cycle on est, bah, aujourd'hui, j'ai un peu de mal à vendre un immeuble parce qu'on va le vendre bien, ok, on va faire une plus-value. Derrière, pour réinvestir avec les prix qui montent, ça devient compliqué. Donc après, on perd du volume, enfin de la taille, et c'est pas forcément profitable. Donc on a plutôt tendance à ne jamais vendre et puis continuer d'acheter. Sauf que nous, on a quand même une stratégie un peu plus opportuniste. Et puis en fait, notre dividende, il est plus élevé que la majorité des fonds. Parce qu'en fait, il est composé de deux choses. La première, bah, c'est les loyers, comme n'importe qui, je dirais, où on a un rendement à peu près entre 2,5 et 2,8, ce qui est à peu près l'équivalent des fonds résidentiels romans, je dirais, de notre taille et puis de notre âge. Mais à ça, on va rajouter à peu près un peu moins d'1%. Donc à la fin, on gicle à peu près à 3,5% de dividendes. Et puis ce pourcentage-là, on appelle ça du capital gain, en fait, enfin, c'est de la plus-value qu'on fait. Donc par définition, c'est pas récurrent. Mais nous, ça fait quand même 12 ans qu'on le fait de manière récurrente. Euh, Avant, on n'arrivait pas à stabiliser le dividende parce que on était plus petit. Donc, c'est clair, quand on fait 100 millions en termes de gains en capital, c'est difficile d'être régulé. Mais aujourd'hui, voilà, on a ce dividende de 6 francs. Donc, on a 4 francs 50 qui vient des loyers. Et puis, 1 franc 50, c'est du gain en capital. Et donc, typiquement, ce genre de projet-là, ça nous permet de nourrir ce 1 franc 50 qu'on va distribuer un peu en plus par rapport à nos concurrents, entre guillemets, je veux dire, par rapport aux autres acteurs sur le marché. Puis c'est ça aussi qui fait pas mal de. Voilà, on a un produit un peu différent et puis on a pas mal d'intérêt aujourd'hui de nouveaux investisseurs à venir chez nous pour cette gestion vraiment active en fait. On fait aussi des achats-ventes, enfin on est un peu anticyclique, on essaie de profiter des mouvements. Donc on se doit d'être assez réactif sur le marché. Donc là, vous allez rentrer dans une phase de vente alors, bientôt. Alors il faut voir jusqu'à quand les prix vont monter, effectivement. Là, pour l'instant, on est encore sur l'acquisition parce qu'on arrive à bien acheter pour l'instant. C'est clair que nous, on se positionne essentiellement sur l'arc lémanique résidentiel. Ça, c'est un peu la base. Maintenant, on a d'autres adresses un peu moins, je dirais, prime. Donc, on va à Yverdon, à Fribourg. En Ce genre Valais, voilà. Ouais, en Valais, on n'a Euh, pas encore beaucoup, mais il y a des opportunités. Et puis, c'est clair qu'aujourd'hui, avec le taux de vacances, c'est pas ça qui me fait peur, je dirais. Mm. Donc, on y va clairement. Puis, on vient d'acheter un immeuble à Aigle à 5% brut, alors qu'en même temps, à Lausanne, ce serait 3,6. Ouais. Donc, voilà, on arrive encore à acheter pour l'instant. Ok. À quel point est-ce que vous devez être réactif pour les investissements? Je me rends pas compte juste dans le déroulé pour ce monde institutionnel. Combien de temps est-ce qu'on vous laisse ou qu'un vendeur vous laisse pour vous positionner sur un immeuble? À partir du moment où vous savez que c'est en vente. Bon, Il y a un peu la notion du premier arrivé, premier positionné ou pas? Ou ça rentre pas en considération? il y a un peu deux typologies de vente, je dirais, en tout cas dans le marché institutionnel. Le premier, c'est par appel d'offres. Ouais. C'est les grands courtiers, enfin ces grands groupes de courtiers. Puis là, en fait, c'est des appels d'offres en deux tours, etc. Bon, généralement, enfin moi, j'aime pas le faire parce que, bien sûr, les enchères montent et puis c'est pas comme ça qu'on fait des meilleures affaires. Si on est vendeur, c'est très bien, mais pas acheteur. Donc là, il n'y a pas vraiment la notion de timing. Par contre, tout ce qui est un peu plus, c'est tout du off-market, mais je veux dire, on a des courtiers indépendants, voilà, qui nous amènent des affaires un petit peu, qui vont pas le présenter à la terre entière, je dirais. Là, clairement, le timing peut faire la différence. Et puis ça nous est déjà arrivé de faire une due deal et puis une offre ferme en 2-3 jours en disant au vendeur, on peut payer demain. Alors bon, souvent il y a le droit de préemption, donc de toute façon il y a un délai, mais dans le sens voilà, qu'on a l'argent sur le compte, et puis clairement ça peut faire la différence.
Ok. Par rapport à un privé qui doit aller demander à sa banque, voilà, sûr, ouais. est-ce qu'il aura le financement, oui, non. Et de toute Ça- façon, ça dans peut les faire. investissements que vous faites, il n'y a pas énormément de privé, je pense. Non, mais Enfin, non, non, c'est vrai, c'est vrai. On fait aussi des immeubles en dessous de 7-8 millions, ça peut nous arriver si vraiment on peut surélever, voilà, on peut vraiment le développer, ça nous arrive. Et puis là, on peut se retrouver face à des privés. Mais des fois, c'est des sociétés immobilières qui sont, voilà, qui ont quand même un certain, entre guillemets, pouvoir d'achat, mais qui sont pas aussi réactives en termes, puis qui doivent demander un financement peut-être plus important, parce qu'ils peuvent s'endetter à 70%, donc voilà, ils ont besoin de la dette, quoi. bien sûr. D'ailleurs, je me suis toujours dit que pour les établissements de financement, les fonds, c'était le meilleur client du monde, quoi. Parce que je veux dire, c'est quoi le risque que prend une banque quand elle vous finance 33% du parc immobilier que vous avez? Bah, je me suis posé exactement la même question, puis j'étais très surpris l'été dernier quand il y a eu finalement au mois de juillet, il y a eu un peu un souci avec les crédits. Enfin, les banques, bah, il y a eu BAL 3. Alors, je sais plus si c'était déjà en vigueur, je crois pas, mais par contre, voilà, il y a les nouvelles réglementations qui ont été connues, je dirais. Puis effectivement, bah, je me dis pour la banque, c'est un fonds qui est endetté à un tiers, qui a diversifié 60 immeubles, 800 millions. Je vois pas trop le risque en fait. Et puis du coup, bah, nous, c'est assez drôle parce que en fait, on se soucie jamais de la banque. Enfin, on se souciait jamais de la banque. En fait, on levait l'argent, on allait chez le notaire, on signait, et puis on disait bon, bah, on paye dans un mois. Puis après, bah, on demandait le crédit. Et puis si bah, une banque ne pouvait pas forcément, hein, pour des raisons de timing, on allait chez quelqu'un d'autre. Donc l'année passée, on avait levé en juin une 50aine de millions. Et puis on a signé nos actes de vente, enfin d'achat. Et puis moi je partais en vacances tout début juillet. Donc le jour avant de partir en vacances, bah, j'ai fait mes mails à 2-3 établissements bancaires. J'avais besoin de, je crois, 60 millions de financement. Et puis bah, j'envoie mes mails, je pars en vacances et puis bah, j'ai pas passé des très bonnes vacances parce qu'en fait toutes les banques me disaient qu'elles prêtaient plus ou alors que les marges doublaient, enfin voilà. Ouais. Et c'était assez surprenant parce que ça a viré d'un jour à l'autre. Puis moi je disais mais je comprends pas, enfin il y a pas de risque pour un fonds clairement quoi, enfin de prêter à un fonds. Bon, après, c'est des calculs qu'ils ont à l'interne sur leur rentabilité à cause de BAL 3 notamment. Mais, donc après, on l'a compris. Mais c'est vrai que sur le moment, on était assez surpris. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus proactif avec nos prêteurs. On va quand même. Alors, on a toujours un peu de marge, c'est clair. Mais on essaye aussi de diversifier au maximum le nombre de banques avec lesquelles on travaille. On fait aussi des placements privés. Donc, c'est notamment des caisses de pension qui prêtent et ça coûte moins cher que les banques. Donc, ça, Ok. on en fait un petit Ah, peu. c'est vrai? Ouais, vraiment. Ok, c'est incroyable ça. En fait, les banques, si vous avez les taux, je sais pas, le taux swap entre 0 et 4 ans, il était récemment négatif. Je pense qu'il l'est toujours. Mais la banque, elle va partir de 0. Elle ne va pas partir de moins 50. Donc, elle va partir de 0, puis elle va ajouter sa marge. Donc, on se retrouve à 0,7, 0,8 sur du Saron. Par contre, si on fait du placement privé, ben, si le taux il est à moins 0,5, ben, on rajoute la marge. Et puis, on ne part pas de 0 en fait. Hmm. Donc voilà, là on se finance à 0,25, 0,30 sur du placement privé. Excellent. Et tu trouves pas que c'est là, si tu prends un peu de recul avec ce schéma, parce qu'aujourd'hui effectivement les banques c'est un vrai problème, hein, même pour les promoteurs aujourd'hui, hein. C'est devenu un vrai Oui, problème, on en encore parlait plus pour les promoteurs, ouais, c'est clair. Ouais. Et tu trouves pas qu'on marche un peu sur la tête avec ce système de financement suisse où on arrive dans une situation où un fonds financé à 33% aurait potentiellement de la peine à trouver un établissement de financement? C'est pas hallucinant? Oui, ça fait pas, pour moi, ça fait pas de sens. Sur une promotion, à la limite, il y a un peu plus de risques, bah, on peut comprendre, quoi. Mais là, le problème, c'est BAL 3, et puis c'est la rentabilité des banques derrière, enfin, les exigences de fonds propres. Et je pense, alors est-ce que c'est ça qui a fait la solidité de la Suisse à travers toutes ces décennies? Je sais pas. Mais aujourd'hui, on est clairement plus restrictif qu'ailleurs, et c'est pas forcément bon. Donc, Ouais. heureusement, après, avec nos partenaires financiers, bah voilà, on a trouvé des arrangements et puis aujourd'hui, ils nous suivent. Mais c'est plus aussi automatique qu'avant, en tout cas. C'est incroyable. Quand vous demandez des financements d'ailleurs, vous avez des contrats cadres avec les banques ou elles s'intéressent à l'immeuble lui-même Non, ou elles vous alors financent sur la ça base de dépend votre des endettement? établissements, mais on essaie d'avoir des contrats cadres quand même.
Ok. Donc elle se dit, bon, bah, le fonds vaut tant, il a tant de dettes, enfin, le taux d'endettement, C'est c'est tant, je ça. peux prêter tant. En fait, par exemple, on a une limite de 100 millions. Dedans, il y a 15 immeubles. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on peut en vendre un une fois si on a envie de le vendre ou de le développer, de le vendre. Et puis, on n'a pas de pénalité. On peut le sortir tant qu'on le remplace par un autre, par exemple. Ah, ok, d'accord. Donc, ça laisse beaucoup de flexibilité pour nous de ce point de vue-là. Mais les taux hypothécaires, ce que vous payez, ça ressemble à un taux hypothécaire normal ou pas du tout? Je me rends pas compte sur un contrat 4 comme ça. Si elle dit, bah, au final, la marge de la banque, elle est largement réduite ou. Bon, les marges ont plus ou moins doublé quand même depuis mars 2024. En Ouais. fait, UBS, c'est UBS qui a commencé. Ils ont doublé leur marge en mars, en tout cas pour les institutionnels. Et les autres n'ont rien fait. Et puis après, ils sont venus avec des marges plus agressives, enfin moins agressives, à partir de l'été 2024. Et là, aujourd'hui, on a des marges. Les meilleures marges qu'on a, c'est 60 points de base. Et ça va jusqu'à 1%. C'est entre 0,6 et 1% Bon, c'est pour pas les hyper marges. différent Non, honnêtement. d'un non. financement normal, en fait. Non. Ok. Magnifique. J'imagine que dans les immeubles que vous achetez, il y a une partie des immeubles qui proviennent de propriétaires privés, ce qui doit arriver aussi souvent, Oui. éventuellement. D'ailleurs, avant ça, j'avais une question. Mais quand vous rentrez dans une phase de vente, Ouais. un truc qui m'intéresse vraiment, ça vous arrive de vendre, je sais pas si vous avez le droit, mais de vendre un immeuble à un investisseur qui est un de vos investisseurs, avec les institutionnels? Je me dis, ça arrive. Une caisse de pension qui achète, surtout dans les phases de. C'est ça qui est fou. Parce que dans les phases effectivement, où un fonds vendrait, parce que le fonds, vu que son travail, c'est l'immobilier, il sait quand il faut vendre, il sait quand il faut acheter. Ouais. Et puis justement, le moment où il faut pas trop acheter, parce que les prix sont. C'est justement là où toutes les assurances achètent, toutes les caisses de pension achètent. Décalage, C'est ouais, ce qu'on a vu à Genève en 2021, Exactement. avec des taux ridicules, de Ouais. rendements ridicules. Mais est-ce que ça vous arrive de vendre à des investisseurs qui ont investi chez vous? Non, c'est pas encore arrivé. Plutôt, Ok. c'est l'inverse. Généralement, on fait des swaps où ils ont Ok. des immeubles, ils veulent s'en séparer, puis on les paye avec des actions communis, par exemple. Ok. Ça, on le fait, mais dans l'autre sens, on l'a jamais fait. Puis c'est vrai que l'occasion ne s'est jamais vraiment présentée. Ah ouais. Mais vous auriez Ouais. le droit de faire ça? Je pense on aurait le droit de le faire. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ok. Après, bon, c'est clair que nous, nos immeubles, on les vend par définition très cher. Donc, et puis après, on va expliquer à nos investisseurs comme quoi on l'a bien vendu, etc. Donc, Ouais. je pense pas qu'ils ont envie de l'acheter ensuite s'ils entendent ça, effectivement. Je comprends. C'est quoi, pour revenir à ma question par rapport au privé, donc certainement les personnes qui vous vendent des immeubles, vous avez, c'est quoi la différence fondamentale que tu vois entre la gestion qu'a un fonds et la gestion qu'a un privé dans la gestion de son immeuble ou de son parc? Bon, ça dépend du privé, mais généralement, c'est clair que le privé, il va. Alors, déjà en termes d'économie d'échelle, le privé, il aura des charges quand même plus élevées, notamment les frais de gérance. Nous, si on donne 50 immeubles à une régie, c'est clair qu'on peut un peu plus négocier que le privé. a C'est quoi les priori. taux en général à peu près que coûte une gestion? Ça dépend à peu près 3%. Ok. Ouais. Et puis des fois, le privé, il paye 4,5. Ça dépend. C'est vrai, Donc c'est pas cher, peut- 3%. ça peut faire quand même une différence. Ouais. Bon, après, nous, on va pas non plus parce qu'il y a des acteurs qui squeezent les régies et puis j'ai entendu des chiffres à moins de 2%. Ah ouais. Mais nous, c'est pas du tout l'optique. Enfin, vraiment que les gens aient envie de travailler sur nos immeubles et puis qu'il y a un incentive. Donc, on va pas. Voilà, entre 3 et 3,5, je dirais que c'est un peu la norme pour un fonds immobilier. Il y a ces aspects-là d'économie d'échelle. Puis aussi, par exemple, je sais pas, on refait la cuisine. C'est clair, si on a un contrat, puis on fait 60 cuisines par année, ce ne sera pas le même prix que le privé qui va faire 2 cuisines par année. Puis après, en termes de gestion, alors il y a certains privés qui font de l'excellent travail, honnêtement, qui sont vraiment au chevet de leurs immeubles et puis qui rénovent de manière magnifique. Enfin, on est des fois très, très bien surpris. Ils vivent dedans même, Voilà. en général. Et puis d'autres où ils veulent rien faire en fait, ils veulent rien dépenser. Et puis on récupère l'immeuble dans un état un peu moins bon. Et puis c'est clair que le fonds il va mettre peut-être un peu plus de budget. Enfin en tout cas il va vraiment il va pas être stoppé par le cash en fait. Donc il va pouvoir investir pour autant que derrière l'investissement soit rentable.
Mais généralement, sur l'immeuble qu'on l'achète, on a fait nos calculs et puis on sait que ça le sera. Pour l'ajout de valeur dont tu parlais avant, Oui. typiquement l'augmentation des loyers, l'évolution des loyers, ça c'est le travail de la gérance, c'est le travail du fonds. Moi, j'arrive pas trop à mettre la différence parfois entre l'asset manager Ouais. et la gérance. C'est qui fait quoi? Bah, Bon. je dirais opérationnellement, c'est la gérance. Donc, c'est la gérance Mhm. qui va aller, qui fait tous ces aspects qui va aller parler aux locataires ou qui va faire les lettres pour augmenter le loyer, etc. Mais par contre, la stratégie vient vraiment du fond. Nous, par exemple, on a quand même une stratégie assez sociale. On ne va pas augmenter les loyers de manière automatique pour tout le monde. Ça, on y tient. On ne va pas non plus, comme je le disais tout à l'heure, résilier des baux pour, voilà, si on a un appartement qui se loue 600 francs, puis qu'on pourrait louer 3005, on en a, hein, bah, on va attendre que la personne part. Alors qu'on pourrait potentiellement le résilier. Alors bon, après, c'est compliqué, mais on pourrait le faire et puis pouvoir augmenter le loyer plus rapidement derrière. Donc ça, on ne le fait pas. Et voilà, je dirais pas qu'on regarde au cas par cas, mais on fait assez attention à nos locataires qu'on considère quand même bien dans nos immeubles. Donc ça dépend beaucoup de l'asset manager, de sa stratégie. Et puis après, on voit aussi qu'en traitant de manière correcte nos locataires, sur le long terme, ça paye. Parce que potentiellement, ils vont accepter que le loyer soit augmenté si on a fait une rénovation dans leur appartement, plus que si c'est la guerre et puis que dès que le taux de référence il augmente, on envoie une lettre, etc. On doit le faire quand même aussi un peu d'une manière générale parce que sinon, clairement, derrière, on a des investisseurs. Puis eux, ils veulent un dividende. Donc à la fin, on doit quand même le faire, mais avec des exceptions, je dirais. Ok, d'accord. Mais donc ça veut dire que dans un fonds, parce que je connais pas vraiment de fonds qui ont leur. Est-ce qu'il y a des fonds qui ont leur propre gérance ou qui gèrent eux-mêmes leurs propres immeubles? Ils ont des gérants dans l'équipe du fonds qui Non, gèrent les alors immeubles. certains, ils ont leur propre gérance, Ouais, mais c'est une mais c'est société une à part société à qui est. Ok, part, d'accord. exactement. Et puis, Vous avez pas ça, hein? non, nous, on n'a pas Ok. ça. Après, nous, on gère certains immeubles nous-mêmes. Par exemple, on a des immeubles avec des monolocataires. Donc là, clairement, on fait le travail nous-mêmes parce que Ok. c'est moins compliqué. Mais sinon, non, ça se fait via des régies. Puis c'est des compétences quand même qui sont autres, quoi. Ouais. Euh, Mais donc ouais. vous êtes l'asset manager C'est du ça. fonds. Ça, par contre, Oui, on est dans l'asset l'équipe, vous manager. avez des asset Oui, managers qui font exactement. que ça. Ok, Exactement. d'accord. Qui coordonnent avec les régies, que ce Ok, soit d'accord. tout ce qui est, tout ce qui est des baux à loyer et puis également des travaux de rénovation. Ok. Les travaux, on les fait pas nous-mêmes non plus, mais on gère tous les aspects. Mais derrière, c'est la régie qui va faire le suivi de travaux, ou bien l'architecte si c'est des travaux un peu plus importants. Ok, ouais. Parce que j'ai pas l'impression que les gérants sont des acteurs qui proactivement vont essayer de trouver des solutions pour ajouter de la valeur à des immeubles à travers l'évolution des loyers notamment. Mais je sais pas, hein. C'est pour ça qu'il y a des asset managers d'ailleurs. Oui, c'est ça. En fait, Donc, vraiment, la régie, elle va faire ce qu'on lui demande. elle Donc, exécute plus ouais, c'est que ça. Ouais, plus que la stratégie, quoi, qui est plutôt exactement. fixée Oui, par oui, le. c'est ça. Ok, C'est ça. d'accord. Ouais. Ok, parfait. Tu me disais avant que vous aviez des contrats, typiquement si vous aviez, je sais pas, 60 cuisines par année que vous devez rénover, ça veut dire que vous avez des contrats pour tout? Tous les corps de métier, vous avez des contrats cadres un peu? Non, alors je dirais qu'on était un petit fonds, donc on ne travaillait pas de cette manière. Puis là, avec la récente croissance qu'on a eue, on est en train de mettre ça en place. Mais non, pour l'instant, c'est quelques contrats qu'on a. Euh, il y a une chose importante pour nous, c'est quand même aussi de travailler avec les acteurs locaux. Donc, on travaille beaucoup à Vevey. On a beaucoup d'immeubles à Vevey. On a nos bureaux, puis on aime bien cette ville. Et du coup, on a aussi des entrepreneurs qui sont basés à Vevey. Et puis, on ne peut pas forcément... il faut vraiment qu'on réfléchisse. Mais sur le principe, c'est clair que les contrats, c'est ce qu'il y a de plus économiquement intéressant, mais tout en gardant l'aspect local. Donc, on est en train de mettre en place ça, mais ça prend un peu de temps. Ouais. À partir de quand on est un gros fonds? Ça, tu viens de dire, on était un petit fonds. Ouais. Là, vous êtes un moyen fonds? Ouais, je pense qu'alors, par rapport à d'autres, on est minuscule, on n'existe même pas. Mais je pense qu'on est aujourd'hui, on a quand même, voilà, avec un peu moins de 800 millions, on est un fonds de taille moyenne voilà, en fait, je pense que la notion de taille, elle vient à partir du moment où on a des synergies
et des économies d'échelle. Puis clairement, à notre taille, on les a, quoi. Là, on voit vraiment la différence. Je dirais aussi en termes de notoriété. Bon, le point clé dans l'immobilier, c'est le pipeline, en fait. Enfin, c'est les immeubles. Et donc, c'est les gens qui nous amènent les immeubles. Alors, au début, on avait notre réseau qu'on a toujours. Mais aujourd'hui, les gens viennent naturellement vers nous en nous proposant leurs immeubles. Parce qu'on a suffisamment de notoriété. Pas encore beaucoup, mais clairement, on voit la différence. Ok, d'accord. Parce qu'il y a 5 ans, vous étiez où, à combien à peu près? Ouais, il y a 5 ans, on devait être à T'as dit que vous aviez une grosse évolution. 250 millions, à peu Ah près, ouais. 300 millions. Ouais. Ouais. Et comment on On fait pour a, passer de 250 à... Vous étiez combien de personnes actives dans la société, dans le fond, alors, il y a à 5 250 millions? ans, bon, moi je suis arrivé il y a 4 ans, mais, Ok, alors il y a 4 ans. on était 5 à peu près, 5 ou 6. Et Ok. aujourd'hui, on est 11. Donc, ouais, c'est pas tant que ça. Donc vous avez multiplié par 3 le Ouais. capital. Mais je pense Et qu'on pourrait puis, encore grandir par... de 300-400 millions avec la même équipe, en fait. Au bout d'un moment, on a quand même aussi des économies d'échelle au niveau de la gestion du parc. Mais c'est vrai on a beaucoup grandi parce qu'en fait, on a commencé, comme certains fonds, avec un peu le réseau des fondateurs. Donc, la famille, les amis, etc., qui avaient un peu d'argent, ou même un peu beaucoup, donc pour starter le fonds. Et puis ensuite, euh, le fonds a grandi avec certains partenaires, notamment des banquiers privés. Mais c'était uniquement privé au début. Donc, c'est bien parce que c'est des investisseurs qui sont fidèles, qui nous suivent sur le long terme, mais ça ne va pas très vite en fait, parce que voilà, il faut convaincre, etc. Bah, tu peux Alors pas que, faire des augmentations de capital voilà, 6 mais t'en mois. fais, mais tu fais des petites, quoi, tu fais Ouais. 10 millions, 15 millions, etc. Et puis ensuite, à partir de 2021-2022, là, on a commencé à intéresser les institutionnels, déjà parce qu'on était plus grand. Et puis on avait aussi une stratégie avec un dividende un peu plus stable, je dirais. Donc eux, ils veulent quoi? Ils veulent de la stabilité dans le rendement, et puis ils veulent une taille, parce qu'ils veulent une certaine liquidité. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils viennent, et puis ils sont venus, ils ont commencé à venir en 2021-2022, puis c'est surtout en 2024, l'année passée, que là on a eu vraiment beaucoup de succès, notamment à Zurich, avec les gros asset managers à Zurich. Et là, ça nous a amené pas mal d'argent, puis un moment qui était bien, parce que l'année passée, on pouvait vraiment faire des bonnes affaires sur le marché. On achetait vraiment on a acheté du 4,7, 4,8 brut à Lausanne, quoi. Ah ouais, Ouais, ok. Résidentiel. résidentiel, ouais. Ok. On a fait à peu près 140 millions comme ça D'achat. d'acquisition. Et ça, Ouais. vous achetez à qui ça? Pendant une bonne période où il faut acheter? C'est des assurances, des caisses de pension? Alors, c'est des fois des privés, justement pour ces aspects de rénovation énergétique, qui n'ont pas les moyens, ou ça leur fait peur, etc. Et puis, des fois, c'est les assurances, elles vendaient pas mal quand même. Il y avait les caisses de pension n'achetaient plus, parfois vendaient aussi. Ce genre d'acteurs-là, voilà. Puis des fois, quand ils ont un objectif je sais pas, de diminuer de 200 millions le parc, des fois, ils acceptent des prix aussi potentiellement un peu moindres, quoi. Donc ça se fait des acteurs qui disent on veut enlever 100 millions d'immobilier. Ouais, ça peut arriver, effectivement. Ouais, ça peut être des Ok. stratégies parce que la location, il suffit que je sais pas, le marché des actions chute. Du coup, l'immobilier, mathématiquement, devient trop important. Puis il faut réduire. Alors généralement, ils ont quand même un peu de temps pour le faire, ou ils peuvent demander des exceptions. Mais ouais, il y a des mouvements comme ça sur le marché. Puis il faut savoir être là au bon moment pour les saisir. Quand tu dis que vous êtes 11 maintenant dans l'équipe, c'est quoi Ouais. comme profil dans On est un un peu fonds comme ça? séparés en deux, je dirais, parce qu'on fait toute la partie administration du fonds. Donc on peut la sous-traiter à une direction de fonds. Il y a certains acteurs, la plupart des fonds le font comme ça en fait. Nous, on a tout à l'interne. Donc l'aspect administration, il y a un CFO, directeur financier. Il y a une responsable compliance. Et puis ensuite, il y a des comptables en fait. Donc là, on va faire la comptabilité, tout ce qui est augmentation de capital, entrée en bourse, etc. C'est eux qui vont gérer.
Et puis ensuite, on a une équipe qui est plus au niveau de la gestion. Euh, donc tout ce qui est coordination avec les régies, gestion du parc. On a quelqu'un qui fait que de la transaction. Donc elle épluche les dossiers à longueur de journée. Donc analyse d'objets Analyse d'objets, et offre exactement. d'achat. Exact. LOI. Et puis vente Ok. aussi quand on vend. Donc Ça, voilà, vous on a vendez ces deux vous-même pôles. vos propres objets? Non, on travaille quand même avec des courtiers. Ouais, ok. Ouais. Ah ok, mais qui supervise la transaction. Oui, c'est ça. D'accord. Ah, c'est ok. ça. Mais par contre, c'est nous qui faisons tout le travail en amont, je dirais. Ok, Ouais. d'accord. C'est génial d'être un courtier pour un fonds. Ouais, c'est pas mal. J'ai changé de métier. Hein. Ok, excellent. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un particulier qui écoute ici, qui a des biens immobiliers, qui veut pas les vendre, hein, des immeubles qui veut pas les vendre. Je sais que idéalement ce serait un swap, mais il veut pas vendre. Donc il veut garder ses immeubles. Comment est-ce qu'il doit assurer une bonne gestion de son immeuble? Si tu compares avec ce que tu as vu d'un particulier par rapport à ce que vous faites, comment est-ce que vous pourriez, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour assurer Moi, je pense qu'il faut. Il y a plusieurs choses que nous, on aime bien faire. Par exemple, on aime bien avoir un concierge local et pas une société qui va faire 50 immeubles. Ouais. Ok. C'est plus cher, mais si c'est des concierges qui sont bien implantés dans l'immeuble depuis plusieurs années, qui connaissent tous les locataires, enfin, c'est plus cher en fait en termes à première vue, mais en fait, je sais pas, il y a une fenêtre qui grince, il va mettre un peu d'huile, et puis alors que si c'est quelqu'un d'externe, il va changer la fenêtre, quoi. Ouais, Et puis ce genre de choses, et puis surtout pour l'entente entre les locataires, enfin voilà, ça crée quand même un environnement souvent un peu plus sympathique quand C'est il y a un médiateur, quand il y a un Ouais, c'est un peu un médiateur, médiateur, exactement. psychologue. Donc ça, nous, on aime bien. Alors, on n'arrive pas toujours à mettre ça en place, mais souvent, quand on achète un immeuble et puis qu'il y a déjà un concierge, on va surtout pas toucher à son contrat, et puis on va essayer de faire en sorte qu'il ait envie de rester et puis travailler avec nous. Et ça, c'est un concierge qui vit sur place. Ouais. Forcément, ok. Ouais, souvent, alors, des fois, il vit à côté, mais la plupart du temps, il vit sur place. Donc ça, on aime bien faire. D'ailleurs, puis, ça, pour vous, vous faites comment? Il paye un loyer normal, puis ensuite il est payé pour la conciergerie, ou bien il a un loyer préférentiel parce qu'il Ça dépend, on a les deux cas de figure, mais souvent, il a un loyer normal. Mais voilà, ça fait aussi partie des exceptions sur les augmentations de loyer, etc. Parce que souvent, les concierges, souvent, ils peuvent avoir plusieurs enfants, ils vivent des fois dans un petit appartement, enfin, ils n'ont pas des conditions forcément faciles. Donc là, clairement, on va être vraiment conciliant sur l'augmentation des loyers. Et puis après, il a un salaire à côté pour s'occuper de l'immeuble, en fait. Ok. Parce que vous avez tout intérêt à garder l'état locatif plus haut. Enfin, je me dis, logiquement, dans la valeur de l'immeuble, j'aurais tendance à dire il faut garder un loyer normal et puis verser un salaire. Oui, mais c'est pour ça que souvent, il a... Mais après, par exemple, s'il a un loyer... quand on achète l'immeuble, il a un loyer à 400 francs, on va pas... Changez pas. Ouais, on va pas changer, quoi. On va pas changer. Mais après, voilà, ça se discute. Mais, donc, il y a le concierge, vraiment, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on aime bien. Et puis après, je pense qu'il faut un peu considérer ces locataires comme des clients, vraiment, et bien les considérer. Et puis, je suis persuadé que sur le long terme, ça paye, en fait. Parce qu'ils vont être d'accord je sais pas, on refait la façade. Si c'est la guerre avec le locataire, il va demander 3 mois de remboursement de loyer. Si on a été cool avec lui, qu'on s'est bien entendu, qu'on a été correct, etc., potentiellement, il va rien demander. Donc, Et comment on c'est fait difficilement mesurable, mais... Ouais, c'est ça. Comment on fait pour en fait, nous, on regarde le nombre de fois où on va au tribunal par année, c'est moins de 10, quoi. Alors qu'on a, je sais pas, 2000 appartements. au tribunal ou en séance de conciliation? Ouais, enfin plutôt en séance de conciliation. Moins de 10 fois par année? Ouais, alors bon, maintenant, on a peut-être un peu plus de cas avec... parce que c'est normal, pas parce qu'il mal n'y a pas de pubs dans logement. les journaux, etc. Ouais. Mais on y va vraiment très peu par rapport à d'autres acteurs, je pense. Et puis après, quand on fait des travaux, c'est quand même rare qu'on vienne nous réclamer quelque chose après. Ok. Ça, c'est délicat. Hein. Vous Ouais. pouvez... Dans quel cas vous devez vider l'immeuble quand vous faites des travaux? Alors, Ça vous arrive, ça, parfois? on essaie vraiment de pas le faire.
C'est vrai? Parce que vous avez intérêt à pas le faire. Ça ou pas tue la rentabilité. Ah ouais? Ouais, Ok. c'est le pire. Donc, C'est marrant parce que moi, je me suis dit... Ah, tu vois, c'est ce que je pensais. Désolé de te couper. Hein. Ouais. Mais je me disais, enfin, si j'étais un fonds, je me dirais, je vide et puis j'augmente. Je commence Ouais, par mais- vider. Je fixe une date pour tout vider. Ouais. Ensuite, après, j'augmente. Alors, certes, pendant quelques mois, il n'y a rien qui rentre. Mais Ah, potentiellement, mais c'est plus que quelques mois parce que. Ouais. Enfin, ça dépend ce qu'on fait en fait. Mais si on veut refaire par exemple tous les appartements, bah déjà après il y a la L3PL souvent. Donc en fait, on vide l'immeuble, on fait les travaux. Peut-être ça prend, je sais pas, ça dépend ce qu'on fait. Mais si c'est juste les appartements, peut-être 3-4 mois. Si c'est un appartement isolé, c'est clair que ça peut être fait en un mois. Mais si on fait tout l'immeuble, ouais, non, ça va être plus que 3-4 mois. Mais Ouais. ça va être voilà, quelques mois. Puis ensuite, les gens reviennent, mais les loyers sont bloqués pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ça dépend. Maintenant, ils bloquent à 10 ans, hein, souvent. Ah ouais. Ouais. Donc, en fait, nous, ce qu'on préfère faire, c'est on continue d'encaisser les loyers, et puis quand quelqu'un part, on refait son appartement. Et puis, ce qu'on fait, sinon, parce qu'on a un immeuble, notamment à Vevey, pas loin d'ici, qu'on a acheté, mais dans un état, mais c'était honteux, quoi. Et puis, du coup, il y avait à peu près un tiers d'appartements vacants. Et puis, ils sont vacants, donc on les a tous refaits. Puis ensuite, on a les montré aux locataires, regardez quand on refait l'appartement, qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça vous dirait. Et puis, on gardait toujours 1 ou 2 appartements libres. Et donc, on déplaçait les gens dans l'appartement libre, on refaisait leur appartement, puis on les remettait. C'est bien Et ça. comme ça, voilà, puis c'est déjà plus sympathique pour le locataire parce qu'il doit pas partir. Alors bon, il doit changer potentiellement d'appartement à l'interne, mais ça se fait. Et puis voilà, après c'est long, hein, mais on lisse vraiment l'investissement. Pour cet immeuble-là, c'est à peu près 3 ans de travaux. Mais on fait, je crois, 36 appartements. Mais en fait, on n'a presque jamais de baisse de revenus. Et puis, alors par contre, les loyers ensuite sont plafonnés pendant longtemps, mais dans 5 ans, ils vont monter avec un peu plus, quoi. Bien sûr. Ensuite, Même pour les baux existants, typiquement, Ouais. des appartements que vous avez rénovés, Oui. ça, c'est quoi? Vous signez un nouveau bail échelonné en disant, là, pendant X temps, ouais, pour les si on, locataires oui, qui sont en oui, place. si on refait l'appartement, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Vous dites, là, pendant 5 ans, c'est comme ça. Et Exact. après, ça augmentera. Ouais. Et puis, mais là, vous attendez, parce que ça, c'est des baux qui sont échelonnés. Donc, ça veut dire donc, le locataire va rester pendant 5 ans. Mais si vous n'avez pas peur que ça se vide après 5 ans, on dit, maintenant, je pars, vu que le loyer monte. Ouais, mais après, on sera Vous au retrouvez, loyer, quoi. on sera Ouais. au loyer du marché, voire un peu moins, donc on va retrouver. Enfin, ça dépend, c'est clair qu'on peut pas faire ça partout, mais, Ouais. mais aujourd'hui, à Vevey, on n'a pas vraiment de problème. Même aujourd'hui, presque partout. Ouais, c'est ça. Tu disais que c'était bloqué potentiellement 10 ans. Tu sais te dire quand est-ce que c'est bloqué 3, quand est-ce que c'est bloqué 5, quand est-ce que c'est Non, bloqué 10? malheureusement, c'est une énigme. C'est du hasard. En tout cas, on n'arrive pas c'est impossible à prévoir. Mais c'est... Alors, 3 ans, quand j'ai commencé chez Communus, c'était plutôt 3 ans. Et puis après, on en avait de moins en moins, puis c'était assez rapidement 5 ans, puis maintenant, on nous dit des fois 10 ans, donc ça monte. Mais c'est basé sur rien du tout, quoi. Je sais pas, alors soit j'ai pas la connaissance, mais enfin, en tout cas, on n'arrive pas du tout à le prévoir, quoi. Mais vous, dans vos projections de planification financière, C'est du très long terme. Ouais, mais justement, c'est hyper Ouais. important. Vous partez du principe que c'est 10 ans à chaque fois. Et puis après, vous avez Ouais, peut-être des bonnes on surprises. est plutôt En gros, c'est ça. conservateur, exactement. Mais c'est incroyable Ouais. d'en arriver là, je trouve. Ouais. Enfin, c'est fou de Ouais, pas avoir ouais, de non, loi. c'est clair. J'ai l'impression que c'est un peu celui qui va décider, qui se dit, bon, ok, je me suis levé ce matin, j'étais assez content. 5 ans. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de Ah, sens. je sais pas. Ouais. C'est comme j'ai l'impression. Alors, moi, c'est effectivement, j'ai pas vécu vraiment des négociations avec des locataires, ou c'est pas quelque chose qui nous arrive souvent. Et sinon, on fait pas ça, quoi. On fait de l'expertise. Mais du coup, j'ai le sentiment que dans tous les feedbacks que j'ai, c'est que c'est un petit peu des négociations en séance de conciliation. C'est un peu le souk, quoi. C'est un Ouais, peu, non, clairement. tu veux ça, ok, alors je te donne non, mais ça c'est, si tu fais comme ça, mais Ah, c'est de la négo tout le temps. ouais, c'est hallucinant. Ouais. Je trouve que Ouais, je trouve ça incroyable. Comme en Suisse, on pourrait s'attendre à ce que ce soit tout carré, mais pas vraiment dans ce domaine, ouais, effectivement. C'est incroyable. Pourtant, c'est très très encadré. Hein. Oui, Donc, c'est encadré, très, mais très après, encadré. quand il faut négocier, quand il faut trouver un... Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin, peut-être?
Justement, c'est tellement encadré, c'est tellement parce qu'il y a plein de trucs qui sont pas clairs, hein. On a des d'ailleurs, on a des livres et des livres et des livres, hein, avec des Ouais, sur ouais. les règles Non, mais du droit du bail. pour te répondre, c'est clairement aller trop loin. Enfin, je veux dire, c'est juste Ah, pas d'accord. possible. Ouais, Ouais, ok. ouais. Et puis, bah, nous, on arrive encore à. Enfin, on a les reins assez solides parce qu'on a d'autres rentrées, vu que le fonds est assez. Enfin, on a d'autres immeubles. Mais je me dis, à la place du privé qui va investir, je sais pas, il a un immeuble de 10 appartements, il doit investir 1 million pour faire sa façade. Ici, il ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir augmenter ses loyers. Il va pas le faire, en fait. Ouais, Donc, c'est clair. Mais c'est pour ça d'ailleurs enfin, qu'il y a une grosse partie des immeubles qui sont en mauvais état, hein. Ouais, bah exactement. Je Et il pense. a raison de pas le faire. Enfin, je veux dire, à Ouais, sa place, je le ferais pas, quoi. clairement. Moi, j'ai le sentiment, honnêtement, parce que, enfin, que quand je lis, peu importe, hein, quand j'ai fait le brevet de gérant d'immeuble, c'est exactement ce que je me disais. Quand tu lis des livres sur les baux à loyer, même des livres qui sont assez simples, hein, que j'ai par là, qui sont les 400 questions sur le droit du bail, par exemple. Ouais. C'est des livres ultra pratico-pratiques, hein, avec des cas concrets, etc. Mais en fait, il y a des exemples pratiques, mais je veux dire, pour calculer l'augmentation de loyer potentiel d'un immeuble au centime près, sur un cas où l'immeuble a été acheté en 1975, mais il y a eu des travaux petit à petit dans les appartements, etc. Puis tout d'un coup, il y a eu un financement hypothécaire. Puis après, en fait, quand tu as lu ce truc, et tu sais que les lois ont changé entre deux, et que tu te dis comment est-ce que je peux répercuter l'augmentation des travaux éventuels que je veux faire, c'est impossible à calculer en fait. C'est pas compliqué, Ouais. c'est impossible. Ouais, C'est- c'est ça. il faudrait des documents que tu as dans des archives depuis 45 ans, Ouais. que tu as bien gardé précieusement et que tu as mis de côté. Et après, tu dois tout indexer, mais en fonction du financement que tu as eu, en fait, c'est impossible à calculer. Et je me dis, si c'est impossible à calculer pour des professionnels de l'immobilier, et Ouais, pour mais même moi qui lis ça, où je me dis, bon, voilà, je suis pas un génie, mais je me dis, j'ai quand même fait les 2 brevets Bah oui. fédéraux, et je me dis, si je parle que de ça toute la journée, tous les jours, je me dis, Ouais. quelqu'un qui vient pas du tout de ce domaine, Ouais, il comprend rien. Ouais. comment Non, tu veux ouais. comprendre quoi que ce soit? Non, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que sur le long terme, on s'y retrouve. Parce que même s'il y a des lois qui encadrent tout ça, au bout d'un moment, les locataires vont tourner, voir le très long terme, hein. Et puis à la fin, c'est le loyer du marché. Et puis bah, ça fait que de monter en Suisse, puis ça va pas s'arrêter. Donc je pense que sur vraiment le long terme, enfin, ça vaut de toute façon la peine. Enfin, sauf si on a vraiment trop, enfin, acheté beaucoup trop cher, quoi. Mais c'est clair que d'avoir une vision à 5 ans, c'est pas possible. Oui, c'est ça qui est fou, parce que le Ouais. problème, c'est que tu dois quand même, le capital a un coût. Ouais. Et donc si ton loyer, tu l'as atteint dans 20 ans ou dans 5 ans, la différence, Ouais. elle est quand même substantielle Ouais. de ton investissement, Ah non, du c'est retour clair. de ton investissement. Ouais. Enfin bref, je trouve toujours ça hallucinant. Euh, il y a quelque chose que tu voulais rajouter sur ce que tu dois donner comme info à un privé ou pas pour gérer Non, son bah on immeuble? disait quoi, le Avoir une concierge, vision long terme. voilà, bien considérer les locataires et bah, idéalement quand même bien entretenir son immeuble. Je pense que il faut pouvoir le faire, comme on le disait, il y a certaines inconnues, mais c'est clair que si on fait bien les choses au bon moment, bah, l'immeuble il garde aussi sa valeur. En tout cas, il n'en perdra pas. Et puis, le jour où on veut le revendre, ça sera quand même plus facile à mon avis. Mais ouais, je dirais ça. Parfait. Euh, Il y a deux types de fonds, si je voulais venir là-dessus. Des fonds qui sont cotés, des fonds qui sont non cotés. Oui. C'est quoi les avantages, inconvénients? Comment ça marche concrètement? C'est quoi la différence entre les deux? Ouais. Bon, alors les fonds non cotés, en fait, ils sont. Donc, Communus, aujourd'hui, on est non coté, mais ça va bientôt changer. Donc, en fait, c'est des fonds qui sont, on appelle ça réservés aux investisseurs qualifiés. En fait, c'est un statut, donc c'est soit, je n'ai pas les définitions exactes, mais c'est soit des professionnels, mais plutôt de la finance, enfin trading, qui connaissent les risques financiers finalement à ce type d'investissement, ou alors les personnes qu'on peut dire fortunées, parce qu'il faut avoir une fortune de plus de 2 millions hors immobilier, résidence principale. Et si on a l'un ou l'autre, on est investisseur qualifié et donc on peut investir dans des fonds non cotés. Parce que finalement, on dit on est suffisamment à l'aise financièrement pour se permettre de faire une perte sur un investissement. Enfin, je pense que c'est un peu ça la logique derrière. Donc finalement, c'est réservé à une. Ça, c'est pour les privés. Puis après, bien sûr, il y a les investisseurs institutionnels où là, il n'y a pas ces règles-là. Mais du coup, je dirais que ça ferme, enfin, ça réduit en fait le spectre de l'investisseur pour son produit. Donc ça, c'est pour le non-coté. Donc ça, c'est entre guillemets un peu un désavantage. L'avantage, par contre, c'est que
quand on achète, qu'on souscrit à une augmentation de capital, on va payer on appelle ça la valeur nette d'inventaire, la VNI. En fait, c'est la NAV en anglais. Donc en fait, c'est la valeur mathématique du fonds, c'est la valeur des immeubles moins les dettes divisé par le nombre de parts. Et puis en fait, la valeur des immeubles, elle est régulièrement réévaluée, ajustée par des experts indépendants. Et puis en fait, l'investisseur, si voilà, l'immeuble il vaut X, on a sa dette, il paye sa part au juste prix. Donc, la NAV ou la VNI, elle ne va pas trop fluctuer en fait. On l'a vu là, quand les taux ils sont montés en 2022, nous, notre parc, il a perdu, je crois, 1% de valeur. Donc la NAV, elle a baissé d'1%. Alors que sur le marché des fonds cotés, je crois qu'on a baissé de 20%. Donc en fait, on a dans les portefeuilles en fait, d'investissement, c'est une valeur stable, un peu refuge, et puis qui augmente avec le temps. Par contre, on n'a pas de liquidité, ou très peu de liquidité. Donc si l'investisseur il veut sortir, c'est compliqué. Combien de temps ça prend? Ça dépend du montant toujours en fait. Si c'est un petit montant, en fait si le fonds il a la cote, qu'il est apprécié, c'est plus facile parce qu'on va trouver quelqu'un qui va racheter ses parts. Par contre, s'il a personne, il peut faire une demande de rachat en fait. Donc ça c'est contractuel en fait. Enfin, c'est dans les statuts, enfin dans le règlement du fonds. Donc en fait, il peut demander au fonds qu'on lui rachète ses actions. Sauf qu'il y a un délai, il y a un préavis de 12 mois. Par exemple, là, on est en juin. Si je reçois une demande de rachat demain, donc les 12 mois, ça sera enfin, on doit attendre la fin de l'année fiscale, donc 31 décembre 2025. Puis ensuite, il y a les 12 mois de préavis 2026. Puis ensuite, il faut encore calculer le prix de l'action au 31 décembre 2026. Donc en fait, on va se retrouver en avril 2027. Donc en fait, ça prend 2 ans à peu près. Okay. Mais c'est quand même une protection pour l'investisseur parce qu'il sait qu'il peut ressortir. Mais bon, par contre, c'est vraiment long. Donc c'est pas liquide en fait. Mais là, vous aujourd'hui, si moi j'ai 2 millions investis chez vous, oui. Vous trouvez comme ça un investisseur qui rachète? Oui, alors aujourd'hui, oui. Okay. Oui, parce qu'on est dans une phase, voilà, on a un peu passé un cap. Et puis surtout, on va vers l'IPO, donc vers la cotation au mois d'octobre. Où là, justement, on change complètement de statut. Donc là, on est ouvert à n'importe quel investisseur. N'importe qui peut acheter une action Communus. À partir de quand? À partir normalement, on se cote à peu près le 8 octobre. Okay. C'est ça qui est prévu. C'est précis, hein? Ouais. À quelle heure? Ouais, ça se fait sur 3 jours, en fait. Okay. Mais du coup, après, c'est ouvert à monsieur et madame tout le monde. Donc l'avantage, c'est quoi? C'est la liquidité. Parce que du coup, il y a plus de gens qui ont accès. Alors, c'est pas non plus la liquidité de Nestlé ou UBS, on est d'accord. Il faut aller petit à petit, mais il y a plus de liquidité clairement que dans un fonds non coté. Tu penses que si là, ça prenait 2 ans initialement, ça prend combien de temps après? Qu'est-ce qui prend 2 ans? Si je veux sortir avec ces ah ces oui, ouais, non, alors ça prend 2 ans s'il n'y a pas d'acheteur. Oui, s'il n'y a pas d'acheteur, ouais, exactement. C'est jamais arrivé en fait. Ok. De rachat. Alors c'est vraiment très rare. Alors si je voulais sortir aujourd'hui, ça prendrait combien de temps à 2 millions? C'est pour faire la différence entre maintenant et après. 2 millions demain. Parce que là, il y a vraiment. Là, c'est assez spécial en ce moment. Ouais. Et je dirais, en tout cas, dans un fonds coté, peut-être, je sais pas, 2 semaines, 10 jours, chose comme ça. Ok. Dans un produit à peu près standard, je pense. C'est à peu près ça le temps qu'il faudrait. Donc l'avantage, c'est qu'on est ouvert à plus de monde, on touche plus de monde. On a aussi, en termes de recherche d'investisseurs, il y a plein de banques qui disent non mais non-coté, on touche pas. Donc voilà, on ne propose pas à nos clients du non-coté parce que justement, c'est pas liquide. Où il y a des gros investisseurs institutionnels qui disent nous on investit que dans du coté. Donc ça va aussi nous ouvrir un cercle d'investisseurs beaucoup plus grand. Et puis après le désavantage ou l'avantage, on peut le voir des deux côtés, mais c'est qu'ensuite on espère qu'on crée un agio. Donc l'agio, c'est la différence entre la valeur mathématique, la NAV, et le prix du marché en fait dans la bourse, quoi, qui est la résultante de l'offre et la demande. Et puis du coup, l'investisseur qui est aujourd'hui chez nous, lui, il est tout content parce que potentiellement, on va créer un agio, donc une plus-value pour lui. Par contre, celui qui achète aujourd'hui, il y a des fonds, ils ont 50% d'agio.
bah, ils achètent à plus 50, puis que je sais pas, les taux remontent, bah, il peut faire moins 20% quoi, de perf. Donc il n'a pas cette stabilité comme dans un fonds non coté. C'est un peu ça la problématique, mais finalement c'est comme dans n'importe quelle action cotée, on paye le prix au jour et puis après on a la volatilité, quoi. Les investisseurs institutionnels qui n'investissent pas dans des fonds non cotés, c'est uniquement à cause de la liquidité? C'est parce qu'ils se disent ben, un jour, ou alors c'est parce que c'est trop Ouais, dangereux, ou parce que alors vous êtes trop petit, ou... je pense qu'il y a l'effet taille, parce que Ok. bah, trop petit, donc peut-être pas assez diversifié, et puis surtout l'aspect liquidité, effectivement. Parce que par exemple, les asset managers, bah, eux, ils ont des mandats. S'il y a une caisse de pension qui dit non, mais moi j'ai un problème de taux de couverture, je dois vendre, enfin je dois sortir du fonds, bah, ils doivent appuyer sur le bouton en fait. Puis si ça prend 2 ans, bah, c'est pas l'idéal. Ouais, c'est clair. Donc c'est à peu près, je pense, la raison principale. Ouais. Vous avez attendu de faire cette IPO maintenant pour devenir un fonds coté maintenant. Pourquoi en fait? Pourquoi maintenant et pas il y a 2 ans ou pas dans 2 ans? Ouais. Bah, en C'est du fait, je hasard. pense que bon, ça fait un moment qu'on y pense, hein, puis il y a pas mal d'investisseurs qui souhaitent qu'on le fasse aussi parce que bah voilà, potentiellement on peut gagner un peu d'argent là-dessus, enfin créer un agio, j'espère. Euh, on voulait le faire un peu plus tôt, mais clairement en 2022, 2023, début 2024, fallait pas le faire selon moi. Alors certains l'ont fait puis ils ont réussi, bravo à eux, mais il y en a eu, je crois, 2 qui l'ont fait. Mais bon, le marché n'était pas bon en fait. Il y avait, je crois, les agios moyens, on était à 9-10%. Aujourd'hui, ce matin, on était à 33,7% de moyenne, hein, sur les 43 fonds. Nous, on part de zéro. Hmm. Je dis pas qu'on va faire 33%, mais je veux dire, on peut faire un bout. Alors que quand les agios étaient à 9%, bah, en moyenne, les 9%, c'était les fonds qui étaient là depuis des années, avec une bonne réputation, etc. Puis un petit produit comme le nôtre, ça aurait été trop dangereux. Donc il y avait l'aspect, je dirais, climat économique. Et puis on avait quand même un problème de taille en fait. Parce que en fait, ce qui est intéressant dans les produits cotés, c'est que vous avez les investisseurs passifs. Donc en fait, ils répliquent simplement l'indice des fonds immobiliers cotés qui s'appelle le SVIT. Et donc mécaniquement, ils achètent une proportion de chaque fonds. Et puis en fait, il n'y a pas de règle qui existe, mais ce qu'on dit, c'est qu'à peu près il faut faire à peu près 1% de l'indice pour se faire acheter de manière automatique par les indices. Donc, en fait, si on est à 300 millions, bah, on est à peu près à 0,5%, même un peu moins, de la totalité de la fortune des fonds capitalisés. Et donc, les indices, ils ne vont pas nous acheter. Ah, En ok. fait, on veut que les indices nous achètent parce que c'est automatique. Et puis, du coup, ça crée de la demande sur le fonds et puis ça tient le prix de l'action, en fait. Bon, Ok. c'est assez technique, mais ouais, c'est ce qu'on essaye de faire, en fait. Puis là, maintenant, avec notre taille, bah, on sait que les investisseurs passifs, ils vont acheter du Communus et puis ça soutiendra la demande, en fait. C'est à partir de quelle taille que justement tu rentres À peu près tu dis- 500 millions. 500 millions, on n'est pas encore à 1%, mais je veux dire, on est suffisamment gros. Mais 500 millions, c'est de fortune nette, hein, donc c'est ce qu'on a à peu près nous. Puis avec Ouais. la dette, on fait à peu près 800. Mais, Ok. ouais. Si tu dois, si tu t'as dit avant que vous vouliez aussi avoir un bon timing d'un point de vue conjoncturel, disons. Oui, Mais comment est-ce que vous pouvez anticiper ça? Parce que j'imagine pour faire ce genre de démarche, c'est pas un truc. ouais, Ça c'est veut dire clair. ça doit prendre. Bah, en fait, Combien de temps ça prend en fait? Pas dire quand tu lances ouais. la démarche. Bah, il faut aller voir la FINMA, il faut aller voir la banque dépositaire, il faut parler aux investisseurs. Donc c'est un travail de longue haleine. Après, avec la FINMA, ça va assez vite. Je veux dire, tant on a l'équipe qu'il faut, etc., ils nous donnent leur accord assez rapidement, mais ça prend quand même 3-4 mois. Donc là, En tout vous cas. avez lancé quand ça, cette idée? On a lancé l'idée en juin 2024. En fait, on est allé Ok, d'abord ouais. vers les investisseurs en disant, bah voilà, nous, on veut se coter en 2025. Et puis après, bah, on regardait comment le marché. Donc heureusement, depuis juin 2024, bah, le marché a été plutôt très bon pour l'immobilier. Le timing est parfait là pour vous. Le timing est parfait, il faut que rien ne bouge là. Ouais. Encore Et, un peu de baisse de taux. ouais, alors clairement, ça peut aider. Après, le problème, c'est qu'on ne peut plus acheter parce que les immeubles sont trop chers. Mais en tout cas, pour la cotation, le timing est vraiment bon. Après, on n'est pas à l'abri que, bon, on voit ce qui se passe dans le monde, ça peut changer d'un jour à l'autre, mais je pense quand même qu'à court terme, on est assez protégé.
Et moi, j'ai Après, c'est l'impression- clair que s'il y a une guerre nucléaire 2 semaines avant, bah, on va repousser, on est d'accord. Mais je veux dire, on se laisse toujours entre guillemets, le luxe de déplacer si vraiment il y a des circonstances qui l'imposent, quoi. Après, s'il y a une guerre nucléaire, est-ce que c'est ton premier souci? Justement, La cotation. ça sera peut-être pas. Je pense qu'on n'aura même pas besoin d'annoncer qu'on la repousse. Effectivement. Ouais. Mais accessoirement, j'ai l'impression que plus le monde va mal, plus l'immobilier suisse se Oui, mais porte ça, c'est bien. vrai. Hein. Alors, c'est pas pour dire que je suis content si le monde va mal, mais Ouais. je veux dire, tout le monde a envie de venir ici investir dans Ouais. l'immobilier quand il y a la guerre partout. Et à juste titre, hein. Ouais. Enfin, je veux dire. Ouais. J'ai On l'impression devrait qu'on pas reste être bombardés, nous. Non, a priori pas. Enfin, en tout cas, si nous on est bombardés, je pense que tout le monde se fait bombarder, quoi. Justement. Donc, non, c'est clair. En fait, clairement, bah, ça profite à la Suisse et à l'immobilier, notamment quand il y a des problèmes dans les autres pays géopolitiques ou même économiques. Hein. Donc, ouais, pour ça, c'est. Mais voilà, ça peut quand même. Enfin, la Suisse, elle est quand même beaucoup reliée aux autres pays économiquement, donc il faut rester quand même. Faut pas trop fanfaronner, même si on aime bien le faire en tant que Suisse. C'est clair. Faut rester prudent. À partir du moment où vous êtes coté, tu t'attends à quoi comme évolution? C'est quoi l'objectif? Là, vous êtes à peu près à 800 millions. Ouais. Vous pensez que ça va accélérer la croissance ou pas forcément? Bah, je pense que d'un point de vue investisseur, oui. Si les conditions restent dans le monde, enfin en Suisse en tout cas, similaires à aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant quand on est coté, c'est comme je disais, il y a la NAV et puis il y a le prix qui est généralement au-dessus, on l'espère, offre-demande. Et quand on fait des augmentations de capital, les investisseurs existants, ils payent le prix de la NAV. Donc en fait, si le prix en bourse il est 200 puis la NAV elle est à 180, à chaque fois qu'ils souscrivent aux augmentations de capital, ils gagnent 20 balles. Donc automatiquement, en fait, dès qu'on a un agio suffisamment important, bah, les augmentations de capital se remplissent presque toutes seules, en fait. Et ça, c'est l'avantage. Donc on aura... Bon, pour avoir un agio, il faut montrer la performance, enfin, il faut travailler. Hein. Mais à partir du moment où on travaille bien, il y a cet aspect-là qui nous aide beaucoup à lever des fonds. Donc on sait ensuite qu'on a l'argent. Maintenant, la croissance, bah, elle vient surtout des investissements. Et puis c'est clair que si on retourne dans les taux négatifs, comme je le pense, ça va devenir trop cher. Et puis acheter trop cher, ça dilue le rendement et ça va faire baisser le cours de l'action, etc. Donc je pense qu'on aura les capacités de le faire si le marché de la transaction, en tout cas on trouve des objets intéressants qui apportent de la valeur au fond. Moi, j'aimerais bien qu'on atteigne le milliard fin 2026. Je pense que c'est clairement réalisable. Okay. Mais si on doit acheter à 3% brut, on ne le fera pas. Donc, bah, ma foi, on attendra. On vendra un peu, peut-être qu'on baissera un peu de taille. Et puis, quand il y aura de nouveau un marché un peu plus favorable pour les acheteurs, on passera ce palier. Mais même en étant non coté, quand vous faites des augmentations de capital, vous avez les investisseurs existants achètent aussi à la VNI. Oui, ils achètent à la VNI, mais vu qu'il n'y a pas vraiment de prix de marché, tout le monde achète à la VNI. Il n'y a pas de. Mais même les entrants, alors. Ouais, même les entrants. Ah, d'accord. Même les nouveaux. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, excellent. Bon, alors il y a un vrai avantage pour les investisseurs. Et il y a des investisseurs qui s'opposent à l'entrée en bourse. Il y en a, ils aiment bien cette stabilité. Et puis, après, c'est un peu à double tranchant parce qu'ils sont contents parce qu'il y aura potentiellement un agio, mais on se dit, ok, mais donc s'il y a un agio, ils sont contents mais parce qu'ils veulent vendre, puis on n'a pas forcément envie qu'ils sortent. Donc, c'est un peu. Voilà, il faut qu'on fasse attention à ça aussi. Mais en même temps, vous avez accès à beaucoup plus d'investisseurs. Oui, c'est ça. Sortent, exactement. Il faut de toute façon qu'il y ait des vendeurs, hein, ça c'est clair. Mais on a très peu de gens. Il y en a certains qui veulent de la stabilité puis qui ne sont pas forcément pour, mais ils ne sont pas contre, quoi. Ok. Ça, pas... Mais aujourd'hui, quand vous faites une augmentation de capital, il n'y a pas de différence de prix entre vous avez souvent des nouveaux entrants ou c'est plutôt des investisseurs déjà existants qui souscrivent de nouveau? Alors, maintenant, on commence à avoir une base, justement, avec ces gros acteurs zurichois qui prennent presque tout à chaque fois, en fait. Donc, ils ont mis un pied dedans et puis, en fait, quand on est actionnaire, on a des droits de souscription. Par exemple, si on lève 50 millions, si tu as 8 actions, tu as le droit d'en acheter une nouvelle, par exemple. C'est à peu près les ratios qu'on voit. Mais par contre, ils ne veulent pas en acheter une, ils veulent en acheter 4. Donc, ils auront une qui sera assurée et puis 3 qui ne sera pas assurée, quoi. Et puis aujourd'hui, c'est surtout eux qui... Donc,
c'est des existants, mais ils prennent plus que ce qu'ils pourraient, en fait. Par exemple, on a levé 57 millions. En fait, on doit choisir le nombre de parts qu'on émet avant l'augmentation de capital. On ne peut pas dire on prend tout ce qui vient, en fait. Donc, on avait choisi 57 parce que ça correspondait à peu près à nos investissements derrière. Puis, on a reçu pour 165 millions, en fait, de demandes. Donc, ça veut dire que voilà, certains, ils ont eu pas du tout ce qu'ils voulaient. Donc, on sait qu'ils vont revenir à la prochaine. Ok. Comment vous faites pour choisir ça? On ne choisit pas. Après, c'est une allocation purement mathématique. Par rapport à ce qu'il a demandé, il aura peut-être 15% de ce qu'il a demandé. Donc, celui qui a demandé 10 millions, il aura. Comme ça, c'est pour ceux qui sont déjà existants. Non, ceux qui sont déjà existants, ils ont leurs droits, donc ils reçoivent tous leurs droits. Puis après, tout ce qui est sans droit, il y a une allocation par rapport à... Donc sur les 165, en fait, il y a tous ceux qui voulaient... Dans les 165, ils peuvent tous rentrer, mais pas au montant qu'ils voulaient rentrer. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord, ok. Ah, c'est pas vous qui choisissez. Non, c'est pas... Julien, où est-ce que tu vois sur les maintenant 5 à 10 ans l'évolution du fonds? Je dirais plus stratégiquement parlant, c'est-à-dire plus de performance, plus de rendement, consolidation, plus peut-être que l'entrée en bourse aussi va faire, je sais pas, provoquer le fait que vous allez chercher peut-être un peu moins de performance, je sais pas, aucune idée. Plus de résidentiel. C'est juste en fait, je pense qu'on a encore, ça dépend à quelle vitesse on va grandir, mais on peut encore montrer de la performance. Mais clairement, au bout d'un moment, ça sera plutôt du rendement récurrent, une taille de fonds qui sera intéressante pour beaucoup d'investisseurs, et puis bien sûr un dividende qui sera régulier. Et puis vous allez devenir ennuyeux. On va devenir un peu plus ennuyeux, je pense. Et du coup, on lancera d'autres produits en fait. C'est un peu voilà, nous on a la capacité on a le droit de le faire en fait. Donc on recommencerait avec un nouveau fonds ultra opportuniste, avec de la plus-value, etc. Et puis pour des investisseurs qualifiés, comme je le disais tout à l'heure. Et puis pour refaire un peu l'histoire, où on peut faire des fonds thématiques, mais en tout cas, on va pas. C'est clair qu'une fois qu'on sera, je l'espère, suffisamment gros et établi, on va pas rester là-dessus. Donc en gros, c'est ça un peu le cycle d'un fonds. C'est tu commences petit, tu dois commencer quoi, à 100 millions, 150, 200. C'est dur en dessous, non? Ouais, alors je pense qu'il y a 5-6 ans, c'était beaucoup plus facile de lancer un fonds que maintenant. Parce que maintenant, les petits fonds, mais vraiment, ils ont de la peine à intéresser les investisseurs. Donc il faut vraiment, et puis c'est extrêmement difficile de lancer parce qu'il faut justement une base je pense, de 100 millions. Donc soit un privé qui a un parc, qui veut le swapper, enfin voilà, où il faut trouver les investisseurs et les immeubles en même temps pour un nouveau produit, c'est vraiment très complexe. Mais oui, c'est ça pour moi, c'est réussir une belle histoire et puis ensuite capitaliser dessus pour relancer d'autres produits. Ça donc un fonds fait ça alors, il commence par une petite valeur, 150, 200 millions. Ensuite, il est obligé de faire la performance pour avoir des rendements plus intéressants pour attirer les investisseurs. Exactement. Sinon, il n'en attire pas. Ouais. Et après, il grossit. Plus il grossit, moins il fait de performance. Parce que la performance que tu fais, elle est beaucoup trop diluée par rapport au rendement que tu génères. C'est ça? En fait, c'est ça. Nous, par exemple, on a fait en 11 ans 132% de performance. Donc, ça fait à peu près 11-12% par année. Mais quand on fait 100 millions de taille, 11-12%, il faut déjà faire 10 millions c'est déjà pas mal. Mais sur 800 millions, faire entre 80 et 100 millions de gains ou de revalorisation, c'est pas possible en fait. Possible, ouais. Donc en fait, la performance, plus le fonds il grandit, plus elle s'écrase. Ouais, bien sûr. Jusqu'au stade où tu arrêtes, tu recommences à zéro. Ouais, mais après, oui, mais ce serait un autre produit en fait. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Oui, t'arrêtes. Mais quand je dis t'arrêtes, t'arrêtes de t'emmerder avec ces opérations parce qu'elles ne servent plus à rien. Ouais, elles sont moins visibles en tout cas pour l'investisseur, c'est clair. Et tu recommences à zéro pour continuer. Ok, d'accord. Quand est-ce que tu vois ça, à peu près, chronologiquement, le lancement d'un nouveau produit? Si tu dis, on a fait 1 milliard. On a 2-3 idées. On pourrait faire des choses en parallèle, même sans arriver à la stabilité pour le fonds actuel. Ok. Donc, je pense que dans les 2 ans, on aura quelque chose d'autre. Okay. Est-ce que le premier fonds sera suffisamment gros? Je ne sais pas, mais je pense que si on passe le milliard 2, après ça commence à devenir un joli bébé et on fera un peu moins de performance sur celui-là. Ok, magnifique. Merci infiniment Julien pour le partage.